Salam alaikum Azul Flaoun. Bonsoir. Depuis l'indépendance du pays en 1962, l'objectif déclaré du régime en Algérie est le développement économique. Dans tous les textes et discours officiels, il est dit que l'indépendance n'a été qu'une étape. L'objectif final étant le développement économique et la modernisation de la société. À sa naissance, le régime s'était auto-légitimé par sa mission de lutter contre le sous-développement économique et culturel. 60 ans après l'indépendance, l'Algérie demeure sous perfusion de la rente des hydrocarbures. L'Algérie n'est toujours pas maître de son destin économique. Au bord du gouffre, après la chute des cours des hydrocarbures entre 2014 et 2021, les caisses de l'État sont de nouveau pleines grâce à la hausse des prix de l'énergie provoquée par le conflit en Ukraine et la situation géopolitique que vit le monde. En 2022, l'Algérie devrait ainsi empocher 58 milliards de dollars contre 34 milliards l'an dernier, selon les prévisions du FMI. Les hydrocarbures constituent encore aujourd'hui environ 95% des exportations et contribuent à plus de 50% aux recettes budgétaires. L'Algérie continue de souffrir d'une économie trop peu diversifiée. Aucune volonté politique affichée de lancer de grandes réformes structurelles. Certains économistes craignent que la hausse actuelle des prix des hydrocarbures conforte le pouvoir dans son immobilisme. Vulnérable au choc extérieur, notre pays peine toutefois à sortir de cette ultra-dépendance aux hydrocarbures alors que s'annonce la transition énergétique dans de nombreux pays importateurs. D'après un institut américain, les salariés algériens sont classés en termes de revenus, juste derrière le Sri Lanka et la Tunisie, à la place 98. Ce n'est pas surprenant, sachant que l'état calamiteux de notre économie, de notre industrie et la qualité de nos services. Depuis bientôt 3 ans, l'économie algérienne a fait l'objet de mesurettes sans aucune incidence sur la croissance, qui, elle, est tractée exclusivement par l'exportation des hydrocarbures. En septembre 2020, M. Abdelmadjid Tebboune avait plaidé pour une grande réforme des banques, une grande réforme de la fiscalité, promettant une économie ouverte sur le monde. Mais 2 ans plus tard, les grandes évolutions structurelles tardent à se concrétiser et l'économie algérienne souffre des mêmes maux. Une bureaucratie omniprésente, une fiscalité aléatoire, une corruption institutionnalisée et l'absence de stratégie industrielle et aucune volonté politique à changer les choses. M. Abdelmadjid Tebboune a déclaré que l'année 2022 comme étant l'année économique. Tout ça ne sont que des vieux pieux sans aucun impact sur le citoyen. L'Algérie en panne, non pas que les compétences fassent défaut, mais surtout par le manque de vision d'un projet économique fiable qui passe nécessairement par l'assainissement du climat des affaires et d'une visibilité à moyen terme pouvant susciter un intérêt de la part des investisseurs étrangers. Et cela passe par l'ouverture politique, une condition sine qua non pour tout développement économique. Un pays dont l'industrie est sinistrée, une économie sans cap ni repère, des circuits de distribution obsolètes n'ont fait qu'aggraver la situation sociale des Algériens. Aucune réforme structurelle, aucun projet structurant, le pouvoir donne l'impression de n'avoir aucune ambition pour le pays, si ce n'est réprimer les libertés. يوسف الزين داير صاحبي لاباس عليك يا ثاني الحمد لله بخير Nostalgia la familia, nostalgia la famille, nostalgia la familia.
حومة الحومة العمار نوستالجيا لا فاميليا نوستالجيا لا فامي نوستالجيا لا فاميليا حومة الحومة العمار طوال الزمان ولا قصر خليلي الحومة وخذ القصر اللي بينا صحيح بيتكسر بيناتنا حكايات بعيد على عيني قلبي نضر عمري ما نويت عليك نهجر خليك مورايا ريحة الصغر قاعد ذكريات شفتك زادت لي في العمر راح مني الوحش وراح الدور قلبي عليك عمره ما يصبر فاتو سنوات في دار جدي حلالي نسهر نسيم الصيف وضوء القمر قصايصنا طويلة تجيب الفجر راحت وتنسات كبرنا وتفرقنا وما زال الدنيا تغرب فينا تغلقت الدار الكبيرة والبراني شور علينا ضاعت النية وضاع الخير ضاعت ليام الزينة كي كانوا يتلموا الجيران كانت هذيك الجنة الباب جارك لا غبر رزقو عندك كمانة كانت الحرمة كان لا من حد ما يقدر يدنا وردة الغرام اللي سقيناها بدموع عينينا كلتها السوسة وخليناها دبالت بين يدينا بين يدينا بين يدينا بين يدينا يدور يجيب لي بشارة ويقول عليك يسقسيو يجيب لي اخبار ولاد الحومة مقسطين ولا قلوب مهمومة جماعة مازالت ملمومة ينافيقيو موحي الزوالي نهار توالي يخطب زينة بنت الغالي يديرها في عينو شنو على لي دار يبنيو ولاد خوالي وراسي عالي تمن بوشر تمن شالي نفني عمري نفني مالي لا فامي ولا فامي ولا فامي لا فامي ولا فامي La famille ou la famille La famille ou la famille Nostalgie à la familia Nostalgie à la famille Nostalgie à la familia L'Algérie, un pays en panne, c'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission M. Karim Tabou, qui est opposant politique, qui est avec nous. Et je suis très content qu'on l'ait eu, donc, qui va intervenir dans cette émission. M. Karim Tabou, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir, merci de l'invitation et merci d'avoir pensé ouvrir le débat sur cette thématique importante pour nous, importante pour l'Algérie. Merci beaucoup, M. Karim Tabou. On aura aussi avec nous par Skype professeur Nordine Aoussad, qui est économiste mais aussi militant politique, qui est avec nous depuis Paris. Professeur Nordine Aoussad, salam alaikum, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Wa alaikum salam Nassar, merci pour l'invitation. Et aussi, je salue tous nos compatriotes d'Algérie et de toute la diaspora qui suivent El Magharibiya. Et je salue aussi Karim Tabou. Salam alaikum à tous. Merci beaucoup, Nordine. Monsieur Karim Tabou, je vais commencer cette émission avec vous. Vraiment, ça me fait vraiment plaisir que vous participiez dans cette émission. Si Karim, on commence un peu cette émission avec les événements qui ont touché notre pays ces derniers jours. Commençons donc par les incendies qui ont ravagé surtout l'est du pays, plus de 60 morts. Rabbi yarhamhum. Vous voulez réagir par rapport à cette question? Oui, avec votre permission, je tiens tout d'abord à travers le Magharibiya, exprimer toutes mes condoléances à la famille Mamri de Takarvous. Nous venons de perdre un grand militant politique, un grand militant de la démocratie, un hirakiste depuis
depuis toujours. Il est décédé le 20 août à la suite d'une maladie. Je tiens vraiment à exprimer ma tristesse, ma compassion, ma solidarité avec ses enfants et avec toute sa famille. Et puis, comme vous le savez, à chaque fois et à chaque date dans ce pays, si vous prenez les 365 jours de ce pays, chaque jour évoque une douleur, évoque un événement, évoque un drame. Et voilà, une année après les incendies ravageurs de la Kabylie, qui ont fait des dégâts énormes, une facture humaine inimaginable, puisque plus de 200 morts dans les incendies de la Kabylie. Et comme à l'accoutumée, après chaque drame, après chaque incompétence du pouvoir, on nous promet des vérités, on nous promet des enquêtes, on nous promet des rapports, on nous promet des améliorations. Et voilà, nous revoilà retombés dans des incendies dans une autre partie de l'Algérie et qui a fait autant de dégâts, en plus de dégâts humains. Voilà un pays qui fonctionne dans l'improvisation, qui n'arrive pas à tirer les leçons de ses échecs, de ses ratages, de ses crises, de ses drames. Et voilà, le pays est laissé à l'abandon. Nous sommes dans une situation, peut-être ce que je vais dire est un peu grave, nous sommes dans une situation de non-gestion de ce pays. Les seules instances aujourd'hui qui fonctionnent dans le pays, ce sont les instances chargées de surveiller le peuple algérien, de cadenasser les espaces à l'expression, de faire pression et d'intimider le peuple algérien pour qu'ils ne viennent pas sur les espaces publics étaler leurs souffrances, étaler leurs revendications. Vous imaginez un pays qui fonctionne par une approche sécuritaire qui consiste à tout mettre en place pour empêcher les Algériens d'avoir la parole, d'exprimer leur douleur, de s'interroger sur l'avenir. C'est une situation triste, mais c'est une situation également qui montre les mensonges du pouvoir, parce que, comme vous l'avez fait dans votre présentation, il y a eu des promesses entre guillemets. Bon, le pouvoir mise un peu sur l'oubli, mais également il mise sur la naïveté des gens, sur un fond de gestion par la psychose. Le pouvoir a toujours eu l'art de faire peur aux gens, et à côté de cette peur qui est devenue le seul moyen pour gérer la société, il donne des promesses. Et vous avez bien évoqué les promesses d'une réforme. Vous savez, depuis 62, les termes réforme, les termes amendement, les termes changement, les termes transition ont été tellement galvaudés, tellement utilisés sans modération et sans avoir concrètement abouti au vrai changement. Nous voilà, après l'enquête sur les incendies, l'enquête sur le bac, l'enquête sur la question de la pénurie d'eau, l'enquête sur l'assassinat de Bodiaf, l'enquête sur la fraude électorale, toutes les enquêtes dans ce pays n'ont jamais abouti à quoi que ce soit. On a juste ces techniques consistant à mettre des commissions en attendant de faire oublier. Jusqu'à présent, on ne nous a pas encore présenté le rapport concernant le crash d'avion qui a fait tant de morts, et on ne nous a pas présenté les rapports sur les sujets du BAT qui ont été vendus dans des marchés, et beaucoup de questions. Je passe sur les questions de la corruption, je passe sur les scandales qui éclatent quotidiennement partout dans le pays, et voilà, nous sommes devant un pouvoir incompétent, incapable de résoudre les problèmes du pays, parce que c'est pas parce qu'il est incompétent seulement, c'est parce que c'est lui-même le vrai problème dans ce pays. Très bien. Karim Tabou. Le pouvoir politique en Algérie
c'est lui-même le problème, donc il ne peut en aucune manière être lui-même le problème en même temps, et il va Très être bien. la solution. Karim Tabou, on va revenir sur ce que vous avez dit. Donc, vous avez déclaré que la seule gestion que connaît ce pouvoir, c'est la gestion sécuritaire. Si on revient un peu donc sur votre arrestation, si vous pouvez, et aussi si vous avez le droit d'en parler. J'aimerais savoir les circonstances de cette arrestation, mais avant de vous donner la parole, Karim Tabou, on va juste voir ce qui s'est passé, bien sûr, pourquoi vous étiez arrêté et ce qui s'est passé à Ouzleguen. On regarde ces images. Karim Tabou, vous avez regardé ces images, vous avez entendu ces slogans. Est-ce que vous pensez que vous étiez arrêté parce que le régime, le pouvoir ne veut pas que vous soyez avec les Algériens pour commémorer donc ce double anniversaire du 20 août? Karim Tabou. Je tiens à remercier tous ces jeunes qui ont scandé ces slogans parce qu'ils sont en cohérence avec ce haut lieu de lutte et surtout avec tout ce que évoque comme combat pour l'avènement d'un État civil démocratique proclamé, transcrit dans la plateforme de la Soumane. Ces jeunes-là, ils ont été en cohérence parfaite avec l'esprit du congrès de la Soumane. Deuxièmement, personnellement, j'ai été victime d'un enlèvement par une compagnie de la gendarmerie. Franchement, quand j'entends les hauts responsables de ce pays, notamment dans les instances sécuritaires, évoquer le Kouwa Variba, évoquer toutes ces thématiques liées à la sécurité, j'aurais souhaité qu'au lieu de faire la filature des militants politiques, au lieu de poursuivre les militants politiques et les arrêter, ces services-là qui ont pris des budgets entiers de l'État algérien, qu'est-ce qu'ils avaient fait pour arrêter le chef de la gendarmerie nationale qui se trouve à l'étranger en la personne de Bellakir, qui était en train de voler ce pays, lui et sa femme qui était présidente de la Cour de justice de Tipaza, à cette époque-là, où est-ce qu'ils étaient tous ces gendarmes, tous ces colonels, tous ces officiers pour préserver, protéger l'économie nationale, les intérêts du pays. Ils étaient absents. En ce moment-là, souvenez-vous, le général Bellakser, c'était lui qui empêchait le Hirak d'arriver à Alger. C'était lui qui donnait des instructions pour empêcher les Algériens d'arriver à Alger, la capitale de tous les Algériens, pour mener le Hirak, pour protester, pour porter la parole populaire. Et pendant ce temps-là,
ce chef de la gendarmerie n'était pas inquiété alors qu'il amassait des fortunes, alors qu'il transférait à l'étranger l'argent de tous ces Algériens qui sont empêchés aujourd'hui de prononcer et de proclamer et de revendiquer leurs droits. Sur un autre plan, ce qui s'est passé à Oudlagen, bien sûr, il est regrettable. Il est regrettable, mais c'est la lutte. Les Algériens, ces jeunes, ils ont donné l'exemple. Aujourd'hui, la bataille contre le pouvoir, il est... Mais quand vous dites, Karim Tabou, je m'excuse, je vous ai coupé la parole. Quand vous dites c'est regrettable, c'est par rapport à qui? Par rapport à quoi? Non, c'est regrettable que des partis politiques, des personnes qui se proclamaient de l'opposition, se voient encadrés par la gendarmerie et la police. Ils se font appuyer par une police civile qui les encadre à l'intérieur même du lieu où Ben Ramadan avait proclamé la prime du politique sur le militaire. Il est quand même regrettable que le parti de Hussein Aït Ahmed, qui s'est battu pendant des décennies pour la démocratie, pour la souveraineté populaire, se met de l'autre côté pour le soutenir le pouvoir et venir, soi-disant, commettre un forfait parce que, logiquement, il ne devait pas venir. Parce que ce lieu-là est un lieu hautement symbolique de la lutte pour la démocratie, de l'état de droit, de l'état civil, de Daoula Madaniya. On ne peut pas venir tout en se faisant escorter par les gens qui étaient là, qui étaient en train d'enlever des militants politiques. Est-il normal que Karim Tabou, que Fethi Garras soient enlevés de vraies opérations d'enlèvement, séquestrés pendant toute la journée, alors qu'il y a des, entre guillemets, des gens auxquels on donne une image un peu excessive, dans des véhicules banalisés, avec des carreaux fumés, on leur fait croire qu'ils sont importants alors qu'ils sont le jouet de l'histoire. Ils sont tout simplement les jouets de l'histoire comme ils étaient leurs prédécesseurs dans d'autres partis politiques. Voilà ce qui est triste. Au lieu que pendant ces moments importants de l'histoire de ce pays, au lieu de se mettre du côté du peuple, du côté de la démocratie, certains ont choisi d'aller du côté de la mangeoire, du côté du sandwich, du côté du pouvoir. Et en tout cas, le peuple, il sait tout ça. Il n'a pas besoin d'entendre les discours de Karim Tabou pour comprendre que sur le terrain des luttes, aujourd'hui, les Algériens font la différence entre les irrésistibles à l'attrait de la mangeoire et ceux qui résistent sur le terrain et qui mènent ce combat démocratique. Ceux qui disent, Karim Tabou, que le Hirak est fini, comment peut-on lire ce qui s'est politiquement, bien sûr, comment peut-on lire donc ce qui s'est passé à Ouzlagen, ces slogans du Hirak, Daoula Madaniya, Machi Askariya. Est-ce que vous pensez que l'esprit du Hirak est toujours là? Oui, vous savez, les gens qui disent aujourd'hui que le Hirak est fini étaient les mêmes qui disaient non, vous savez, le vendredi ne fait rien, et puis le Hirak finalement c'est un carnaval. Mais c'est les mêmes, ce sont les mêmes qui, à chaque fois, ils sont envoyés et ils sont chargés de la mission de tout faire pour déraciner de l'Algérien, de l'Algérie, cette fureur, cette envie de se sortir du piège de ce pouvoir, de la dictature, de la privation, de l'interdit. En tout cas, ceux qui pensent que le Hirak est réduit au seul fait des marches se trompent. Le Hirak est un projet politique. Le Hirak, c'est la rupture avec le pouvoir. Le Hirak, ce sont ces slogans qui montrent bien que même ceux qui se proclament opposition, quand ils s'acoquinent avec le pouvoir, ils sont dénoncés par le Hirak. Le Hirak est vivant, il est là. Le Hirak est un acte de rupture avec le pouvoir et Dieu seul sait que les Algériens, au sud comme au nord, à l'est comme à l'ouest, pour plusieurs raisons, ils convergent
sur une option, une position commune contre le pouvoir. Le pouvoir doit partir, le pays doit se sortir du piège de la dictature et le pays doit impérativement aller vers un processus pour la mise en place de la démocratie, d'un état de droit capable de redonner espoir aux Algériens. On est en train de parler aujourd'hui aussi de la situation économique, Karim Tabou. Bien sûr, on a vu donc cette étude dans un centre américain ou une revue américaine spécialisée dans l'économie qui classe l'Algérie au 98e par rapport aux salaires les plus bas au monde, derrière la Tunisie, derrière le Maroc. Est-ce que vous pensez que les conditions qui ont mené le pays au Hirak, à cette révolution populaire, sont toujours là? Non, d'abord, cela prouve toute l'incompétence des dirigeants du pays. Quand vous avez des dirigeants qui sont incapables de gérer une boutique d'alimentation générale et vous leur donnez tout un pays comme l'Algérie, c'est très clair qu'on aura ces chiffres. Et puis, dans un pays où il n'y a pas le principe le plus élémentaire de l'économie, c'est nécessité de contrôle et d'évaluation à travers des institutions véritablement indépendantes et démocratiques. Lorsque c'est le pouvoir qui produit les chiffres, c'est le pouvoir qui donne les statistiques, c'est le pouvoir qui s'exprime, c'est le pouvoir qui gère la communication, bien sûr, vous allez avoir un grand mensonge avec une amplification par tous les propagandistes du pouvoir. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons quand même écouté l'entretien du chef de l'État avec le premier diplomate américain lors de sa visite en Algérie. Il était quand même clair que l'attitude du chef de l'État devant Blinken montre toute la gêne, montre toute la fragilité, montre toutes les vulnérabilités. Lorsqu'à ce niveau-là, vous entendez le chef de l'État parler du lait à l'ère des hautes technologies, à l'ère des batailles biologiques, à l'ère des transitions énergétiques. Et ce pays continue de ne pas avoir de l'eau au robinet. Ce pays-là, les Algériens s'inquiètent sur le fait qu'ils ne pourront pas au mois de septembre s'assurer de tous les articles scolaires parce que ça coûte excessivement cher. Les discours des officiels ne tiennent pas devant une réalité amère. Très bien. Ces gens-là ne peuvent pas gérer un grand pays qui s'appelle l'Algérie, avec sa profondeur historique, avec son élite, avec ses richesses, avec ce beau pays. Personne ne peut faire autant de mal à un pays comme ça. J'appelle ce pouvoir, moi je le qualifie de pouvoir de liquidation nationale. On ne peut pas imaginer un régime faire autant de mal à un pays aussi beau que l'Algérie comme le régime qu'on est en train de subir depuis 1962. Restez avec nous, Karim Tabou. Professeur Nordine Aoussat, je vous donne la parole et merci aussi d'avoir été patient. Professeur Nordine Aoussat, la situation économique est catastrophique dans notre pays. Vous êtes économiste vous-même. Mais avant de vous donner la parole, on écoute juste les déclarations de Abdelmadjid Tebboune qui parlait donc de Quwa Dhariba, l'Algérie, une force de frappe. On l'écoute et je reviens à vous très rapidement. مش بالقدرات تاع بلادها يأمنوا بالقدرات تاع الغير هما دايرين روحهم ما الجزائر قوة ضاربة العالم كله معترف بالجزائر إلا بعض الجزائريين ولك ما تقزمش بلادك العالم كله عارفها باللي قوة جهوية. C'est un problème de dignité nationale. Dignité nationale. واذكر الجزائر واسغى إن ذكر اسمها تجد الجبابرة ساجدين.
C'est une question de dignité nationale, il est en train de dire, où il a déclaré donc Abdelmajid Tebboune, mais aussi les autres déclarations parmi ces déclarations. L'année 2022, ça sera une année de relance économique. On l'écoute. دخلنا في مرحلة قلنا الصرح المؤسساتي إن شاء الله انتهينا منه آخر مؤسسة تغيير هو التغيير القانوني في مجلس الأمة ومن بعد سنة 2022 إلا اقتصادية محضة وتم نشوفوا شكون اللي راه يمشي في الطريق اللي اختاريناه وشكون اللي راه يعرق. Professeur Nordine Aoussat, votre réaction, donc, qu'est-ce que vous en pensez d'abord de cette publication, aussi sur les salaires des Algériens, parmi les plus bas au monde, mais aussi de ces déclarations entre ce que déclarent les responsables algériens et la réalité, c'est vraiment un contraste qui est très clair. Nordine Aoussat. Tout à fait, la désinformation économique existe. C'est-à-dire le fait de faire dire aux chiffres ce qu'on veut leur faire dire, ou carrément maquiller, inventer carrément des chiffres. Ça, c'est la spécialité de ces pouvoirs totalitaires depuis la Chine des années 20, qui cachait la famine, qui tuait par millions les Chinois, jusqu'à ce qui se passe aujourd'hui en Algérie, où on raconte que la situation va tant bien que mal, elle va en s'améliorant, alors que nous voyons au quotidien que la situation des ménages algériens, des familles algériennes, elle va de mal en pis. L'Algérie, c'est la sorte d'année en année, de décennie en décennie, on voit qu'elle est en train de se paupériser. Il y a une paupérisation de la société, il y a un tassement total de la classe moyenne. Moi, je me souviens, dans les années 70, dans les années 80, nous étions 3 familles qui vivions dans un grand appartement. Il y avait 3 petits salaires, celui de mon grand-père, celui très petit de mon père et celui de mon oncle. Mais on arrivait à vivre 10 ans, on mangeait 2 fois la viande par semaine. On savait ce qu'on allait manger dans la semaine. C'était varié, c'était plus ou moins équilibré. Mais je ne pense pas qu'aujourd'hui, malheureusement, de nombreuses familles mangent à leur faim, mangent équilibré, que leur ration alimentaire calorique au quotidien, elle est composée de protéines, de lipides, de glucides. Je ne pense pas, malheureusement, et les études disent que depuis des années, que la ration alimentaire du ménage algérien est très, très maigre. Sinon, le classement qu'on vient de découvrir, que l'Algérie se trouve à la 98e place sur le classement des salaires, je ne suis pas très étonné vu l'effet ciseau que subissent les revenus des ménages. Quand je dis effet ciseau, c'est-à-dire que vous avez 2 facteurs qui se croisent et les 2 facteurs sont négatifs. D'une part, vous avez l'inflation qui est à 2 chiffres de façon, je dirais, structurelle, alors que l'inflation, normalement, devrait être un facteur conjoncturel. En Algérie, ça fait des années. Il est rentré même dans la structure de l'économie algérienne depuis des années. L'inflation à 2 chiffres. Et d'un autre côté, vous avez la stagnation des salaires qui sont maigres. Et quand vous rajoutez à cela qu'il n'y a pas de filet social, qu'il n'y a pas d'aide sociale, qu'il n'y a pas de redistribution des richesses, et là, vous avez tous les facteurs négatifs qui se réunissent pour faire pression sur les maigres revenus des ménages et fait que à chaque fois qu'arrive une échéance, l'Eid arrive
les gens tiennent leur ventre, qu'est-ce qu'ils vont acheter, qu'est-ce qu'ils ne pourront pas acheter. Ils commencent à arbitrer à quoi devaient-ils renoncer, qu'est-ce qu'ils sont capables d'acheter. La rentrée scolaire arrive, on nous annonce déjà que les prix des fournitures scolaires ont atteint un prix jamais égalé. Et où on va? Mais le pire dans tout cela, c'est que vous avez un Abdelmajid Tebboune qui continue à... J'ai honte de le dire. Wallah, j'ai honte de le dire parce que ça ne peut pas se dire pour quelqu'un qui occupe la fonction de chef d'État. Mais un chef d'État qui ment, un chef d'État qui ment, ça c'est vraiment terrible. Je dis terrible parce qu'il ne s'agit pas d'un maquillage, il ne s'agit pas d'une propagande, il s'agit d'un mensonge caractérisé. Depuis 3 ans maintenant, qui nous annonce des contre-vérités qui contredisent des faits tangibles que nous voyons contraires à ce que Abdelmajid Tebboune, où on va comme ça? Où on va comme ça? Mais c'est Nordine, de l'autre côté, le pouvoir ou les pouvoirs se justifient donc que notre pays n'a pas de dette extérieure. Et on écoute Abdelmajid Tebboune. Qu'est-ce qu'il a déclaré à ce propos? كذبنا كل التوقعات واليوم حاول صندوق النقد الدولي باش ينشر تقارير مزيفة، ولكن لما تصدينا له بالأرقام والضرب اللي اعترف أنه كان غلط. اليوم الدولة الوحيدة اللي ما عندهاش مديونية واقفة على رجليها، الحمد لله الأمن والأمان متوفر في بلادنا. الحمد لله رانا في 2022 وهذا وين زدنا ابتعدنا على صندوق النقد الدولي والبنك العالمي. C'est Nordine, votre constat et aussi le récit de M. Abdelmajid Tebboune sont totalement différents. Qu'est-ce qu'il fait défaut là? Où est le... Tfadal, c'est Nordine. Ça, c'est le plus gros et le plus grossier des mensonges d'Abdelmajid Tebboune. L'Algérie de 2022, elle est plus endettée que jamais. Certes, ce n'est pas une dette du Fonds monétaire international, certes, ce n'est pas une dette vis-à-vis du Club de Paris ou Club de Rome, oui, mais c'est une dette vis-à-vis de la planche à billets de ces 44 milliards de dollars en monnaie nationale dinar que nous avons imprimés par le biais de la planche à billets et qui sont sur le terrain et que nous n'avons ni produit ni service pour les absorber. Mais aussi ce que disent les économistes, c'est Nordine. Je vais vous rendre la parole. Il y a plusieurs interdictions, donc interdictions de produits qui sont nécessaires à la consommation des ménagers algériens qui sont interdits d'importation. Et que de l'autre côté, ça crée donc cette pénurie des produits et les prix doublent et ça crée vraiment un malaise social et la cherté de la vie pour le citoyen algérien. Oui, je termine et après je reviens à votre remarque, Sénassol. Donc quand on parle de dette extérieure, encore une fois, s'endetter, parfois c'est un peu comme pour les entreprises. Un comptable, quand il regarde le bilan d'une entreprise, il y a un contrôleur de gestion, quand il regarde le bilan d'une entreprise ou bien un spécialiste en management et en stratégie entreprise, il regarde le bilan d'une entreprise. Quand on voit que l'entreprise elle est endettée, on regarde en quoi elle est endettée, par quoi et pourquoi et pour quelle raison elle est endettée. Si elle s'est endettée pour investir, et on sait que cet investissement, il y a ce qu'on appelle le retour sur investissement qui va commencer à tomber dans les années suivantes et le pays, l'entreprise va s'enrichir. Nous, donc, Abdelmajid Tebboune, on lui fait prendre cette responsabilité de mentir au peuple en disant qu'on n'a pas de dette. On a une plus grande dette, les 45 milliards de dollars de papier
monnaie qui est en circulation et pour lequel nous n'avons pas d'équivalent en produits et en services, ça c'est la plus grande des dettes parce qu'il faudra l'absorber, sinon elle va encore influencer sur l'inflation et elle va continuer encore dans les années suivantes. Sinon, bien entendu, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe, Nordine? Cette question qui est très importante. Pourquoi l'Algérie est en panne? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on n'avance pas? Ni sur le tourisme. On est un pays qui a vraiment les capacités extraordinaires pour développer ce secteur, pour essayer d'engorger des milliards de dollars peut-être. Quand on voit par exemple la Turquie, quand on voit d'autres pays, le Maroc par exemple, 13 milliards de dollars de revenus en tourisme. Quand on voit juste la Tunisie à côté, pourquoi on n'arrive pas donc à développer? Qu'est-ce qui nous bloque? Pourquoi l'Algérie est en panne? On est en panne parce qu'on est en panne d'idées. On est en panne de volonté, on est en panne de vision. Tant que ceux qui gouvernent l'Algérie, n'ont pas une volonté de sortir de l'économie de rente, quand la dernière fois qu'Abdelmajid Tebboune s'est adressé aux journalistes, il parlait encore de l'énergie offshore. Et Bezour, il le disait avec fierté. Il dit nous avons encore des richesses, nous avons encore des ressources énergétiques et encore, dit-il, nous n'avons pas encore exploré l'offshore. Il est encore en train de parler en 2022 de l'économie basée sur la rente des énergies fossiles alors que les gens ont dépassé cela. Il parle de l'économie de la connaissance. Et de l'énergie renouvelable. Attendez, vous savez ce que c'est l'économie de la connaissance? C'est-à-dire qu'il n'y a rien, aucun produit tangible. Tout, c'est l'économie de l'intelligence. C'est l'économie du 21e siècle. Sans parler de la transition écologique qui est absente totalement, alors que nous en avons les ressources pour cela. L'Algérie, il y a des régions où il y a du vent presque toute l'année. On peut utiliser l'énergie éolienne. Il y a des régions où le soleil brille toute l'année. 365 jours sur 365 jours, on peut utiliser l'énergie solaire. Il y a d'autres régions où on peut utiliser aussi d'autres énergies, toute la côte. On peut utiliser l'énergie hydraulique aussi. Et nous, on est en train encore de parler de comment continuer. C'est pour ça. Donc, il faudra changer le logiciel. Le régime actuel doit partir. S'il ne part pas, il est incapable de se renouveler lui-même pour que l'économie, la vision et la stratégie de développement puissent changer et renouveler. Restez avec nous, c'est Nordine. Karim Tabou, je vais revenir à vous sur cette question et le titre de notre émission aussi. L'Algérie est un pays en panne. Pourquoi notre pays est en panne, Karim Tabou? Est-ce que la question est une question politique? Est-ce que la question est un manque de vision économique, de stratégie? Quelle est votre vision par rapport à cette question ou votre réponse par rapport à cette question? Tout d'abord, il est bien constatable que la crise du pays est une crise politique en premier lieu. Vous mettez tous les experts que vous voulez. Karim Tabou? Je suis là, je vous entends. Ah, très bien. Là, on vous entend très bien. Allez-y, tfadal, c'est Karim. Je disais d'abord, la crise du pays est une crise politique. Vous pouvez mettre tous les experts du monde. Vous pouvez faire appel à des bureaux d'études. Mais si la décision politique, la décision économique relève d'un pouvoir qui ne se soumet à aucun contrôle, qui n'est pas légitime, qui n'est pas démocratique, qui ne réfléchit pas pour l'avenir du pays plus qu'il réfléchit pour son maintien. Et je rejoins M. Amsat quand il dit que c'est un système fondé sur la rente.
il y a deux piliers qui fondent ce système. La rente et l'institution sécuritaire comme moyen de répression et de surveillance de la population. Lorsque vous avez de telles caractéristiques d'un système, moi quand j'entends le chef de l'État prononcer le mot dignité nationale, je m'interroge. Quelle dignité nationale dans un pays où des jeunes se jettent dans la mer pour rejoindre notre rive en espérant vivre dignement? Quelle dignité de ces Algériens qui attendent des journées pour que des gouttes d'eau arrivent sur leur robinet en espérant avoir un minimum de dignité? Quelle dignité pour ces Algériens qui, pour se soigner, pour une radio scanner, pour une radio IRM, ils se présentent devant un établissement public et il a un rendez-vous sur 6 mois, sur 9 mois, sur une année. Il y a des gens qui ont attendu des 6 mois pour avoir un scanner et ils sont décédés, ils sont partis sans avoir eu la chance de faire un scanner. Que dire de ces malades, de ces patients qui attendent que quelqu'un de leur famille vienne de l'étranger pour leur ramener une boîte de médicaments? Quelle dignité? De quelle dignité parle-t-il? Lorsque vous voyez l'état du pays sur tous les plans économiques, social, politiques, d'hygiène, de tout, dans tous les domaines. Bien sûr qu'il va y avoir des gens qui vont nous dire oui, vous voyez que les choses négatives. Nous voulons bien que le pays se développe. Mais un pays à l'ère de la modernité, à l'ère de la technologie, ne peut pas être géré par des dirigeants qui ont la mentalité du Moyen-Âge. Nous ne pouvons pas croire à la possibilité de développer le pays avec des visions du Moyen-Âge. Nous sommes à l'ère de l'économie, de l'intelligence, comme l'a si bien dit notre ami. Nous sommes à l'ère de la technologie, nous sommes à l'ère des conflits profonds de géopolitique, de relations internationales qui sont en train de bouleverser le monde. Et nous sommes restés figés dans des images, dans des mensonges, dans des caricatures, dans cette idée que nous sommes les plus puissants reconnus par le monde et nous sommes devenus la blague dans le monde. Parce que la réalité est là, lorsque 12 000 médecins, des ingénieurs, des universitaires, n'oublions pas ce jeune qui a passé, qui était au milieu des épreuves du bac, lorsqu'il a été interviewé par un journaliste algérien, ce jeune disait « Je suis sûr d'obtenir mon bac, mais je suis en train de chercher les ressources financières pour quitter ce pays, avoir la chance de payer 80 millions de centimes pour aller quitter ce pays. » Vous imaginez lorsque vous avez des jeunes qui sont candidats au baccalauréat et leur imagination, leur seul espoir, leur seule projection étant de trouver le moyen de rejoindre l'autre rive de la Méditerranée. De quelle dignité parle-t-il? Merci Karim Tabou. Barakallahu fik, atik saha Karim Tabou qui était avec nous. Le mot de la fin, Sinourdine, vraiment je m'excuse parce que les techniciens sont en train de me dire que le temps de l'émission est fini. Je suis vraiment désolé, j'étais pas équitable cette fois-ci par rapport au temps. Sinourdine, mais je vous promets de vous inviter dans d'autres émissions. Vous aurez le temps qu'il faut pour développer. Très rapidement, Sinourdine. Je vous remercie toutefois, Sénat Sol, vous avez été loin d'être équitable, mais bon, notre ami Karim Tabou le mérite de temps d'antenne, il le mérite. Et c'était une occasion juste après oui, j'ai compris. Son arrestation. J'ai compris. Il y a aussi un autre facteur important, c'est Nassar, c'est le monopole. C'est que l'Algérie empêche la concurrence. Vous savez, un exemple très rapidement, je ne vais pas tarder. En France aujourd'hui, la facture d'Internet et du téléphone mobile, elle est 2 fois moins chère qu'aux États-Unis. Pourquoi? Parce que ces 20 dernières années, l'Europe notamment et la France ont été dans une politique de chasse au monopole,
de chasse aux positions dominantes de certains opérateurs. Et ils ont créé de la concurrence et cette concurrence, elle profite aux consommateurs. Ce que les États-Unis ont cessé de faire ces 20 dernières années. Nous, en Algérie, on maintient les monopoles qui étaient dans les entreprises, on les a passés à des oligarques militaro-trabendistes, et c'est pour cette raison qu'il y a la cherté de la vie qui grimpe et qui absorbe le revenu de nos consommateurs. Doula Madaniya, Machi Askaria, Hiya al-Hal. Merci beaucoup, c'est Nourdine. Atek Saha, Nourdine Aoussat, économiste et militant politique qui a été avec nous depuis Paris via Skype. Je remercie aussi M. Karim Tabou, opposant politique, mais aussi coordinateur national de l'UDS qui était avec nous depuis Alger. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Barakallahu fikoum. Si Jamel suivra donc cette émission, Fil Umq, mon confrère Jamel Taleb, il sera avec vous. Mqaw ala khair.